Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Nous abordons ce soir une question essentielle, une expérience qui nous concerne tous, en l'occurrence reprendre ou avoir tout simplement confiance en soi. C'est une thématique très prisée, me diriez-vous, des coachs et autres adeptes du développement personnel. Dans cette émission, nous allons tenter de trouver des outils efficaces pour gagner de la confiance en soi. Sous quelle forme se manifeste le manque de confiance? Quels symptômes physiques peuvent en découler? Dans quel cas le recours à un thérapeute s'avère nécessaire? Voilà en gros les questions abordées ce soir avec nos invités. Et pour parler de ce sujet justement, nous recevons avec nous Hind Tertag. Vous êtes coach PNL. Donc coach PNL signifie coach praticienne neurolinguistique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous recevons également pour parler de ce sujet Dr Lazougli Intissar. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors notre sujet ce soir, c'est comment reprendre confiance en soi ou comment tout simplement avoir confiance en soi. Mais avant d'en arriver là, peut-être docteur, devrions-nous définir ce que c'est que la confiance en soi et à quel moment dit-on qu'une personne manque de confiance? La confiance en soi, c'est un état interne, c'est un ressenti, c'est le fait d'avoir ce sentiment profond que je possède une force et des qualités qui me permettent de faire face aux différentes situations de la vie. C'est faire confiance en ma capacité d'agir, de s'exprimer, de prendre des décisions, de faire des choix, d'atteindre certains objectifs ou bien de s'adapter aux différents événements inattendus, aux différents défis que la vie peut nous proposer. Oui. Alors Hind, à quel moment va-t-on dire qu'une personne manque de confiance? À quel moment on va dire qu'une personne manque de confiance? Ça dépend. On peut l'observer déjà par exemple par un comportement extrêmement hésitant. Ça peut être également de la victimisation, une personne également en recherche de compliments, donc ce besoin d'être toujours, en tout cas d'être toujours complimenté, encouragé. Ça peut être également une personne qui est toujours dans la dévalorisation d'elle-même, donc même si elle accomplit par exemple quelque chose, on va aller la féliciter, au lieu de profiter et de dire merci, elle va essayer de se dévaloriser. Et bizarrement, il y a le qui se dit en fait tout le temps que je suis nul, c'est ça? Oui, qui peut se dire je suis nul, non, ce que j'ai fait, c'est pas si extraordinaire que ça, n'importe qui pourrait le faire. Et bizarrement, donc, face à cela, on peut avoir également quelqu'un qui est dans l'arrogance, dans la surévaluation. Donc ça peut également être en tout cas un manque de confiance en soi. On dit aussi que c'est les personnes qui n'arrivent pas à dire non. Alors quelle est la limite en fait entre la gentillesse, parce que c'est un peu, ça nous rappelle un peu les personnes gentilles. Alors, quelle est la limite entre la gentillesse et la perte de confiance en soi? En fait, le fait d'avoir cette capacité de dire oui et de dire le non gentil, c'est savoir s'affirmer. Oui. Il ne s'agit pas de ne pas être gentil, mais il s'agit beaucoup plus de ne pas être passive. Pourquoi? Parce que ne pas être gentil, c'est-à-dire que je peux faire la chose, mais j'ai décidé de ne pas la faire. Être passive, je ne peux pas faire la chose, mais je l'ai fait quand même au détriment de moi-même. Et cela est dû donc aux moyens de communication, parce que dans la communication, on a 4 modes. Soit je suis agressive, où je cherche à m'imposer sur l'autre, ou bien je suis passive, où je subis le fonctionnement des autres, ou bien je suis manipulateur, je cherche à utiliser les autres pour... Est-ce qu'on peut donner un exemple? Est-ce qu'on peut donner un exemple? Par exemple, une personne, vous me disiez hier l'exemple d'une personne qui n'a pas la capacité de demander du sel quand elle est dans un restaurant. Oui, ça peut... Enfin, si c'est un exemple qui peut édifiant en fait. Oui, c'est un exemple édifiant. C'est une personne typiquement qui est au restaurant, qui ne va pas oser demander au serveur juste du sel, ou peut-être se lever, aller à une table à côté et demander aux gens si elle peut prendre ce sel. Après, pour revenir à la différence entre une personne gentille et une personne qui ne sait pas dire non, c'est très différent. On doit dire non quand on est mis en danger nous-mêmes, c'est-à-dire je vais faire la chose à mon propre détriment, c'est-à-dire je vais vouloir faire plaisir, même si cela doit me punir quelque part. Donc c'est à ne pas confondre, on peut être gentil et avoir confiance en nous-mêmes, hein. Donc à ne pas non plus... Par exemple, parmi tous les exemples qu'on peut avoir, c'est surtout dans le milieu professionnel où, par exemple, j'ai besoin de prendre un après-midi et que je n'ose pas demander ça à mon employeur. Donc, j'arrive pas à dire non. Ou bien cette petite voix qui va me dire « Non, attention, il va penser de toi que tu n'es pas sérieuse. » Donc, du coup, je dois d'abord m'affirmer avec moi-même, avec cette voix, et je vais me dire « Non, j'ai des obligations plus importantes, je vais expliquer mes raisons à
à mon employeur, il va finir par comprendre. Donc s'affirmer, c'est de ce pouvoir de donner mon avis, d'exprimer ce que je pense, mes besoins, tout en respectant, en préservant l'intégrité de l'autre. C'est-à-dire je respecte ma valeur tout en respectant la valeur de l'autre. Cette petite voix, elle est très intéressante parce qu'on va en parler pendant toute l'émission justement. Mais avant, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que la confiance, en finalité, la confiance en soi, ne répond pas à un schéma linéaire? On a tous, peut-être pour rassurer un peu les gens qui nous regardent, on a tous des moments de baisse de confiance, où on se remet en cause, où on a plus ou moins des moments de doute, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc je vais peut-être répondre à cette question. Oui, c'est tout à fait normal qu'au cours d'une vie, qu'elle soit liée à notre vie professionnelle ou personnelle, il y a des moments de doute. Et ça ne veut pas dire qu'on manque de confiance. Voilà, qu'on manque de confiance. Maintenant, pour revenir à cette notion de perte de confiance en soi, il peut arriver à n'importe qui de vivre une situation difficile qui va nous impacter de manière significative et qui va nous faire douter. Et on peut rentrer dans un doute chronique qui va justement, petit à petit, le manque de confiance va s'installer. Donc on est un petit peu dans une espèce de spirale. Oui. Et on a l'impression, je dis bien, on a vraiment l'impression de ne plus être en mesure de réaliser des choses. Pourquoi? Comme vous l'avez mentionné, il y a cette petite voix intérieure qui va nous parler, qui va nourrir justement ce discours négatif et ce doute qui va s'amplifier, et ça peut vraiment devenir une situation continue dans la vie. Après là, on peut peut-être à ce moment-là... Pour comprendre peut-être tout cela concrètement, je vous propose justement de regarder un reportage dans lequel on va voir un témoignage. C'est un reportage signé Falida Ben Mouslim. Regardez. On se compare, on voit toujours ce que l'autre a mieux que soi. On est timide, on n'ose pas. On se dévalorise et on se sent bloqué. Se débarrasser des complexes, on voudrait bien, mais on n'y arrive pas. De toute façon, on ne s'aime pas. Et si ce sentiment était lié à un problème psychologique, le manque de l'estime et la confiance en soi? Plus la personne a un manque de confiance en elle, plus elle va se freiner dans sa vie et elle peut être inconsciente de toutes ses qualités, de cette force potentielle qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle et où elle peut réaliser des réussites importantes. Et le manque de confiance en soi, en fait, il va la bloquer. Elle ne pourra pas avancer, elle ne pourra pas exprimer, exploiter cette force. C'est beaucoup plus de l'anxiété, de l'appréhension, le mal-être intérieur. Donc il faut savoir que la confiance en soi, c'est le contraire de l'anxiété. Plus je développe la confiance en moi, plus je vais amoindrir cette anxiété. Très compliqué est le fait de souffrir de manque de confiance en soi. On doute de tout, on avance, mais chargé de complexes moins vite que les autres, que de stress, de doute et d'hésitation. Comment apprendre l'estime de soi et développer cette confiance, et pourquoi le sommes-nous? Pour toutes les personnes qui cherchent à ralentir leur angoisse, leur appréhension, leur peur, ils doivent impérativement, en parallèle, s'intéresser à qu'est-ce que c'est la confiance en soi et comment ça fonctionne. Développer cette estime de soi, donc en améliorant l'image de soi et en apprenant à s'aimer davantage. Combiné entre des thérapies encadrées par des spécialistes qui proposent des programmes strictement adaptés, aide à noter des résultats notables. L'acquisition de cette bonne estime de soi, premier facteur essentiel, c'est le facteur éducationnel. Généralement, il s'agit des personnes, des enfants qui ont été élevés dans un milieu familial qui n'était pas favorable, porteur de cette force, porteur de cette confiance. Comme il peut s'agir aussi des personnes qui avaient complètement confiance en eux et après ils ont fini par la perdre suite à des traumatismes subis dans l'enfance ou bien à un âge adulte. Par exemple, une personne qui a subi un harcèlement professionnel ou bien qui a été victime d'une agression physique ou bien par exemple des déceptions, des échecs. أنا كنت إنسانة نخاف من l'avenir. كنت انسانه مقلقه بزاف كنت انسانه كانوا يجوني دي زيدي ما كاش منهم كنت انسانه ماشي متقبله نفسي كنت انسانه ما نقدرش نواجه نفسي حتى وين نهار اللي ديسيديت قلت خلاص لازم تروحي عند طبيب تشوفي طبيبه تشوفي واش عندك اكزاكتومون كنت بزاف نستنى زعما راي تاع الناس هذاك ما قبلش
هذاك ما نعجبوش نقعد نخمم فيه دوكا نو عجبك انا هكذايا ولي متقبله نفسي عجبتك انايا كما يقولوا اللهم يبارك ما عجبتكش هذاك الشيء شغلك في الخدمه جوستومون دوكا ديفلوبيت بزاف في الخدمه ميم لي ريسبونسابل تاعي ولا يمدوا لي خدمه ما كنتش نخدمها بكري وليت نواجه الناس وليت نروح نخرج لي ريونيون نواجه الناس نقعد معاهم نتفاهم معاهم في الخدمه في البلان تاع الخدمه Ça veut dire les supérieurs تاعك دوكا ils vous font plus confiance. Exactement. La confiance en soi est une force intérieure, une ressource naturelle, essentielle au travers de nos actes. Elle existe en chacun de nous, reste à savoir la semer, la cultiver et l'entretenir pour pouvoir s'épanouir. Alors on a vu un témoignage édifiant justement dans ce reportage. Alors vous en avez parlé brièvement, mais j'aimerais insister justement, docteur, sur les causes ou les facteurs de risque. Qu'est-ce qui cause en fait ce manque de confiance? Est-ce que c'est environnemental, éducationnel, biologique? Comment expliquer tout cela en fait? En fait, le manque de confiance en soi, soit je ne l'ai pas appris pendant mon enfance, soit j'ai fini par le perdre. Et le développement, il commence dès l'enfance, où les parents jouent un rôle primordial, parce que si des enfants, bien ces personnes n'ont pas confiance en elles, soit parce qu'ils ont été élevés dans un milieu familial. C'est-à-dire vous êtes en train de parler du mode parental, c'est ça? Du mode parental, c'est-à-dire soit ce sont des parents qui n'avaient pas confiance en eux, donc ils n'ont pas servi de modèle de confiance, ou bien ça peut être aussi la surprotection, parce que le fait de ne pas confronter, aider mon enfant à confronter la réalité de la vie, juste pour qu'il ne soit pas déçu ou bien qu'il ne souffre pas. Donc la personne, elle sera dans un sentiment d'insécurité et elle va plus oser d'affronter les personnes, d'affronter les situations. Il y a aussi la dénigration, la dévalorisation, le fait de critiquer mon enfant, de lui dire tout le temps tu es nul, tu es incapable. Tout ça, donc c'est des comportements à risque à éviter pour les personnes qui nous regardent. Tout à fait. Ça peut être aussi la comparaison, le fait de lui dire tu ne seras jamais à la hauteur des autres ou bien ta sœur elle va être meilleure que toi. Donc du coup, l'enfant il ne va pas croire en ses capacités. Comme ça peut être des parents... En fait, l'enfant n'a pas de filtre, c'est ça? Les parents, c'est le repère des enfants. Et il peut aussi s'agir des parents qui ne sont pas occupés de leurs enfants juste par manque d'amour ou bien par une indisponibilité, ce qui peut provoquer chez l'enfant ce sentiment d'être inintéressant ou bien gênant. Donc du coup, ce sont des enfants qui ne vont pas croire en leurs capacités, qui vont grandir dans l'anxiété, dans la peur, et ils vont choisir la fuite et l'inaction. Donc ils vont être dans cette peur. Comme il peut s'agir aussi des personnes qui ont acquis cette confiance dans leur environnement familial et qui ont fini par la perdre suite à un traumatisme psychique douloureux qu'ils ont pu endurer dans l'enfance, comme par exemple un abandon, une maltraitance, ou bien à l'âge adulte, comme le fait d'être victime d'un viol, une agression, diagnostic d'une maladie grave, un harcèlement moral. On va y revenir, on va juste voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission Saïdal et on revient juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو. Alors, justement, on parlait justement du comportement à risque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'éducation des enfants? Pour les enfants, pour enrichir ce que nous a dit le docteur, il y a aussi quand même l'école qui joue un rôle très très important. On a vu souvent des enfants donc grandir dans un milieu familial extrêmement sécurisant, sain, avec des parents qui vont les encourager. L'enfant arrive à l'école, il va commencer à faire ses premières expériences de la rencontre donc, des autres, d'autres enfants.
on va dire de manière globale, le système éducatif. Et là, il peut y avoir également quelque chose qui peut se produire, il peut y avoir un manque de confiance en soi. Et souvent, c'est lié aux examens, aux notes. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons un système éducatif qui, malheureusement, réduit l'enfant à sa note. C'est quelque chose de très, très important. On n'explique pas à l'enfant que c'est une évaluation qui va justement lui servir à grandir, à développer des connaissances, à acquérir des choses. Et que si ça n'a pas marché cette fois-ci, il n'y a pas de souci, on va l'accompagner à travailler de manière à ce qu'il revienne un petit peu dans la course et qu'il soit au même titre que les autres. Donc également, il y a oui, il y a l'école, il y a aussi l'environnement d'une manière générale, l'environnement sociétal. Social. Le système éducatif, c'est pas c'est pas que les études, il y a les autres enfants, et puis on sait très bien que des fois le monde des enfants est dur, donc des fois on a vu aussi des enfants subir des harcèlements. Donc c'est quelque chose également de très très sérieux. Et donc c'est là le point de vigilance des parents. Donc un enfant qui est heureux, qui est épanoui, qui rentre à l'école, on va voir son comportement changer, qui va peut-être moins parler, qui va avoir de la tristesse, qui va avoir du mal à s'exprimer. Donc c'est un point. Il faut être vigilant en fait. Il faut être vigilant avec ses enfants et les suivre. Est-ce qu'il y a des âges qui sont plus fragiles que d'autres, par exemple l'adolescence? Oui, il y a des âges un peu critiques. Par exemple, le passage, quand on passe de 5 à 7 ans, en général, l'enfant, à partir de l'âge de 7 ans, commence à acquérir la notion de tout ce qui est abstrait, donc à s'intéresser à des sujets très importants tels que la mort. Donc ça peut occasionner du stress et en tout cas, il faut en parler. Et bien sûr, également donc à l'adolescence où il y a un changement. Est-ce qu'on peut dire en finalité que la confiance est un cadeau des autres, puisque vous dites que c'est les parents en premier lieu, ensuite l'école, ensuite la société. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je dirais surtout pas. La confiance, c'est quelque chose qu'on se construire soi-même. C'est vrai que c'est important, l'environnement familial direct. Pourquoi? Parce que c'est les parents, à travers leur comportement, à travers les encouragements. Je dis ça parce qu'on dit généralement que les parents doivent donner confiance à leurs enfants et ensuite leur faire confiance. Oui, tout à fait. C'est dans le cycle normal de la vie. Mais la confiance, c'est encore une fois la confiance en soi, c'est la capacité à croire en ses propres, croire en ses propres capacités. C'est-à-dire être en mesure de faire des choses. Et ça, c'est quelque chose que vous avez en vous et j'ai envie de dire, vous avez intérêt à le développer, à le cultiver. Parce que l'environnement, parfois, n'est pas favorable à cela. Donc, on peut s'adapter. Oui. Alors, est-ce qu'à force de vouloir faire des enfants, justement, confiants, parce qu'on a tous ce souci de vouloir faire de ces enfants des enfants confiants et plus ou moins indépendants, est-ce qu'on ne risque pas, justement, de faire d'eux des enfants qui ont un ego surdimensionné et on oublie peut-être la notion de l'humilité? C'est une remarque pertinente. C'est vrai, c'est très important de faire la différence entre flatter l'ego de mon enfant et là je risque de donner un enfant qui va être prétentieux, qui cherche à se sentir supérieur, minimiser les autres juste pour être au-dessus. Non, il s'agit de donner confiance en ses capacités. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, on conseille aux parents de faire la différence entre ce que je suis et entre ce que je fais. Il s'agit beaucoup plus de féliciter tous les actes positifs que l'enfant a pu réaliser de façon régulière. C'est une erreur que nous faisons tous. C'est vrai, non. Et aider aussi l'enfant à accepter ses erreurs, lui expliquer que l'échec, ce n'est qu'un apprentissage, c'est une étape qui va lui permettre de grandir, d'évoluer. C'est-à-dire si par exemple j'ai un échec scolaire, je parle avec mon enfant, je m'adresse, ce n'est pas grave cette fois-ci, mais je te fais confiance, tu es assez intelligent pour mieux faire la prochaine fois. Donc il faut éviter de dénigrer, éviter de survaloriser l'enfant pour ne pas flatter l'ego. Sur les actes. Sur les actes, voilà. Tout à fait. C'est important de le savoir. Alors on arrive peut-être au fait de reprendre confiance en soi pour les personnes peut-être qui ont subi une éducation malsaine ou qui ont subi des traumatismes, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour reprendre confiance en soi? En fait, d'abord, on commence par analyser toutes les causes du manque de confiance en soi. Et dans le cas où il y a la notion d'un traumatisme psychique violent, on procède d'abord à la libération de ce traumatisme. Pourquoi? Parce que plus le traumatisme persiste, il va bloquer l'apprentissage. Et dans ce genre de cas, on procède dans notre pratique de tous les jours à des techniques qui permettent d'exposer cet événement douloureux dans l'imaginaire. Et la technique la plus utilisée, c'est l'EMDR. Donc c'est une technique qui consiste à exposer ce souvenir traumatisant dans l'imaginaire et suivi des mouvements oculaires. C'est-à-dire pourquoi
Quel événement a altéré notre confiance? Bien sûr, c'est-à-dire d'où l'intérêt d'analyser d'abord. C'est pas toujours évident en fait. Tout à fait. Donc il faut d'abord qu'on analyse avec la personne l'origine de ce manque de confiance. Quand il y a la notion d'un trauma, on commence d'abord par libérer. Et pourquoi on procède à cette imagination? C'est-à-dire on aide la personne à se désensibiliser de ce souvenir. De ce souvenir, c'est-à-dire détacher le souvenir de cette émotion douloureuse. Une fois l'événement ou bien le trauma a été libéré, à ce moment-là qu'on procède à l'apprentissage. Et la première clé qu'il faut apprendre, c'est de mieux s'aimer. C'est la première clé parce que en fait, la confiance en soi, estime de soi, c'est une relation complémentaire. Ils sont intrinsèques. Plus j'ai de l'estime, plus je vais avoir confiance en soi. Et plus je vais me faire confiance, plus je vais améliorer mon estime. Et l'estime de soi, elle vient de l'image de soi, l'image qui vient de l'amour. Absolument. Et là, peut-être qu'on va rappeler encore une fois la petite voix, hein, parce qu'on va s'adresser à cette petite voix justement qui nous dit à chaque fois qu'on est nul et peut-être essayer de lutter contre cette petite voix, n'est-ce pas? C'est ce que vous proposez en tout cas dans vos séances de coaching. On va dire, puisqu'on a des gens qui nous regardent, en tout cas la démarche la plus simple, c'est on a envie de le faire nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui ont justement cette capacité quand même à reconstruire leur confiance en eux-mêmes par eux-mêmes. Déjà cette voix intérieure, donc on va dire changer cette voix intérieure en quelque chose de très très positif. On va lui parler à cette voix? On va lui parler, on va plus se focaliser, on va lui demander de ne plus se focaliser sur ce qui ne marche pas, mais se focaliser sur ce qui fonctionne, donc c'est très important. C'est un petit peu le verre à moitié plein, à moitié vide, donc c'est un positionnement que cette voix doit prendre. Il y a également quelque chose qui est très très important, c'est de passer du jugement à la bienveillance. On est souvent très très dur avec nous-mêmes, et donc cette voix elle est très très dure avec nous-mêmes quand on fait quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais concrètement, excusez-moi, concrètement on va lui parler à haute voix. Comment vous procédez? Chacun sa façon, il n'y a pas de recommandation. C'est vrai que quand on parle à haute voix, quand on se parle à haute voix, il faut savoir que le cerveau ne distingue pas une autre voix, c'est-à-dire une voix extérieure de notre propre voix quand on se parle à haute voix. On peut se parler également dans sa tête et demander à cette voix, en tout cas, de ne plus se focaliser, comme je vous disais, sur ce qui n'est pas bien, mais sur ce qui fonctionne, ce qui est très bon. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est construire sa propre échelle de valeur. Donc si on sort d'un milieu, en tout cas familial, ou d'un environnement qui a toujours été contre nous, qui a toujours été dénigrant, qui nous a mis en tête quelques croyances limitantes, il va falloir se construire ses propres croyances, il va falloir redéfinir ses propres valeurs, se détacher justement de ce passé qui est là pour nous rappeler, pour nous tirer vers le bas. Et la troisième chose qui est très importante quand on a envie de reconstruire justement cette confiance, c'est passer à l'action sur des choses extrêmement simples. C'est-à-dire, par exemple, je sais cuisiner, je suis une bonne cuisinière, c'est un talent très simple et naturel. Je vais organiser un déjeuner de famille, je vais inviter mes familles, mes amis à venir justement partager avec moi ce repas. Revenir à des choses vraiment extrêmement basiques, mais plus important, passer à l'action. Alors si on doit résumer en gros la manière justement de regagner cette confiance en soi, on va dire qu'on va réapprendre d'abord à s'aimer, absolument, agir et s'affirmer. Voilà, à travers cette voie, donc on va réapprendre à s'aimer, avoir de l'amour pour soi, de la bienveillance à travers cette voie. Ça, c'est très important. C'est très important. La deuxième chose, avoir sa propre échelle de valeurs, c'est très important parce que souvent les valeurs sont un héritage dont on n'est même pas conscient. Donc se reconnecter à des valeurs qui nous parlent et qui nous, en tout cas, qui nous interpellent. Et la troisième chose, c'est véritablement passer à l'action sur des choses extrêmement simples et gagner en confiance. Comme on dit, c'est pas qu'on parle de gagner en confiance. Est-ce qu'on peut avoir, pour terminer, parce qu'il nous reste une minute, pour terminer, est-ce qu'on peut avoir une idée des exercices que vous proposez, que les gens pourront peut-être pratiquer chez eux? Alors, dans notre pratique de tous les jours, je peux procéder à faire le jeu de rôle, ou je peux moi-même jouer le rôle de cette petite voix et montrer à la personne intéressée comment elle doit s'affirmer par rapport à ce dialogue interne qui est lié à ces répétitions intrapsychiques destructives. Et comme je peux aussi jouer le rôle de la personne intéressée, c'est-à-dire comment je dois me retourner vers ce dialogue, vers cette voix et de la faire taire. C'est-à-dire, il s'agit de lutter, de faire stop à cette voix. En plus, passer à l'acte, ce qu'on appelle le travail à petits pas, parce qu'il faut savoir... Vous m'avez parlé d'un journal, vous demandez aux gens d'écrire. Ensuite, on demande à la personne d'écrire tous les actes qu'elle a pu accomplir et surtout de se focaliser sur cette émotion associée, parce que on aide la personne à prendre conscience de son propre potentiel qu'elle peut utiliser pour réaliser des compétences, des réussites ultérieurement. Merci, mesdames.
mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.